François, bon, les carnets. Vous connaissez Forbach? Forbach, c'est juste à la frontière quand on revient d'Allemagne. Nous, c'était juin 1988. On était 5 dans la voiture, il y en avait encore 2 à naître un peu plus tard. Et cette brave, une toute petite Visa Citroën qui avait bien 100 000 bornes, oh là là, elle avait supporté l'hiver berlinois, les pavés de Berlin-Est, les passages aux frontières et tout ça. Et puis à peine on passe Forbach, c'est le pot d'échappement, je sais pas quoi, qui tombe sur la route, littéralement. Bon, à réparer, enfin, moi c'est le souvenir que j'ai de Forbach. Quand Chateaubriand il revient de Prague en 1833. Vous savez, il y a 2 voyages de Prague qui sont en fait des espèces de désastres politiques là, entre Charles X qui finit sa vie en exil là-bas. Quand il revient à Forbach, alors lui il a une calèche de voyage qu'il a acheté d'occasion avant de faire le voyage. Tout ça il nous le raconte, c'est ça qui est formidable. C'est la différence entre Chateaubriand et Saint-Simon. À l'entrée de Forbach, une troupe de chiens savants se présente, les 2 plus gros attelés. Au fourgon des costumes, 5 ou 6 autres de différentes queues, museaux, tailles et pelages suivent le bagage. Chacun son morceau de pain à la gueule. 2 graves instructeurs, l'un portant un gros tambour, l'autre ne portant rien, guide la bande. Allez, mes amis, faites le tour de la terre comme moi, afin d'apprendre à connaître les peuples. Vous tenez tout aussi bien votre place dans le monde que moi. Vous valez bien les chiens de mon espèce. Présentez la patte à Diane, à Mirza, à Pax, chapeau sur l'oreille, épée au côté, la queue en trompette entre les 2 basques de votre habit. Dansez pour un os ou pour un coup de pied, comme nous faisons nous autres hommes. Mais n'allez pas vous tromper en sautant pour le roi. Alors, les mémoires d'outre-tombe, c'était ma grande lecture de cet hiver. Alors c'est le soir, là, sur mon petit Kindle, parce que l'avantage du petit Kindle, c'est qu'on peut lire dans le noir, et puis que la bibliothèque est quasiment infinie. Et c'est la 3e fois que je relis en entier la grande boucle des mémoires d'outre-tombe. Maintenant, j'en suis à 3, pour 3 fois la grande boucle de Saint-Simon. Bah ouais, mais Proust ou Balzac, c'est beaucoup plus sur 40 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Une fois tous les 10 ans. Quel plaisir, quel bonheur, se refaire les mémoires d'outre-tombe. Et en lisant ce passage, alors évidemment, il y avait Forbach, il y avait un truc, il y avait cette cavalcade là de chiens comme dans Sans famille, vous savez, ces chiens avec déguisés, avec des épées, et puis les montreurs là qui, contre une bouchée de pain, leur font faire, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a cette phrase que « Vous valez bien les chiens de mon espèce ». C'est-à-dire Chateaubriand s'identifie à un chien. Dans Chateaubriand, il y a toujours ces grands charrois, ces grandes nappes, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui transperce. Par exemple, il dit pas locomotive, il dit chaudière errante. Ah ouais, il n'empêche que la révolution des chemins de fer, il sait bien la voir venir. Alors, ordi, j'ai ouvert, là, c'est le même fichier, enfin j'en ai plusieurs œuvres complètes de Chateaubriand, c'est domaine public bien entendu, on trouve ça partout. Et puis, dans la petite case recherche, eh ben, j'ai mis chien, mais dans l'œuvre complète de Chateaubriand, pas que les mémoires d'outre-tombe. Et puis allons-y, toc, tu cliques, 135 résultats trouvés. C'est-à-dire Chateaubriand marche pour l'éternité, traînant derrière lui au moins 135 chiens. Je me suis dit qu'on pourrait y aller y voir ensemble, peut-être pas les 135, mais si on je souffle sur mon ordi et de tout Chateaubriand ne reste que les passages avec des chiens. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui émerge là? Le premier, c'est pas grand-chose. Chevaux, ânes, vaches, moutons, porcs, chiens et chats, poules et pigeons, oies et dindons étaient au champ avec leur maître. Bah ouais, c'est une description, mais une description des bords du Rhin. Et dans cette description des bords du Rhin, qui serait donc la première occurrence là, de chiens, bah juste avant, une phrase, dédicace Jérémy Liron, qui me fait, moi, les bords du Rhin fuyant le long de ma voiture me faisaient une agréable distraction. Lorsqu'on regarde un paysage par une fenêtre, quoiqu'on rêve à autre chose, il entre pourtant dans la pensée un reflet de l'image que l'on a sous les yeux. Et là, c'est infini. Alors là, en fait, donc ça commence par les mémoires d'outre-tombe.
Alors, à 10 heures du soir, le watchman a chanté l'heure. 50 chiens ont aboyé, après quoi ils sont allés au chenil, comme si le watchman leur eût donné l'ordre de se taire. J'ai reconnu la discipline allemande. Ben, vous voyez, les chiens commencent en fait avec ce voyage à travers l'Allemagne. Le deuxième, ce sera plutôt avec l'Italie, Venise, etc., avant de repartir vers Prague. À Karlsbad, les chroniques racontent que Charles IV, fils du roi Jean, étant à la chasse, un de ses chiens s'élançant après un cerf, tomba du haut d'une colline dans un bassin d'eau bouillante. Ces hurlements firent accourir les chasseurs et la source du Sprudel fut découverte. Un pourceau qui s'échauda dans les eaux de Töplitz, salut Casper Töplitz, les indiqua à des pâtres, telles sont les traditions germaniques. J'ai passé à Corinthe, les débris du temple des courtisanes étaient dispersés sur les cendres de glycère, etc., etc. Là, il faut qu'on enchaîne, parce que sinon, on va pas y arriver. Hé, Venise, exposé en plein à l'orage, le vent qui s'engouffrait sous ses habits et sa chevelure les roulait autour de sa taille élancée, l'éclair tourbillonnait sur sa tête, les vagues mugissaient à ses pieds, elle avait tout l'aspect d'une Médée descendue de son char ou d'une sibylle conjurant la tempête qui rugissait alentour. Seule chose vivante à portée de voix dans ce moment, excepté nous-mêmes. Me voyant sain et sauf, elle ne m'attendait pas pour me souhaiter la bienvenue, mais vociférant de loin: « Ah, Candela Madonna, chien de la Vierge, est-ce là un temps pour aller au Lido ?» Cet amour un peu clandestin de Chateaubriand à son passage à Venise, qui va le faire glisser sur Jean-Jacques Rousseau, et puis cette espèce de passage infâme des Confessions, où il y a deux la prostituée, et puis ensuite, avec un de ses amis, il s'achète une petite fille de 11 ans, et lui vient lui faire la conversation en attendant qu'elle soit nubile. Oh. Chateaubriand, là, il y va. Hein. Dans ces deux récits c'est dur à dire. Dans ces deux récits de Rousseau et de Byron, on sent la différence de position sociale, de l'éducation, du caractère des deux hommes, à travers le charme du style de l'auteur des Confessions, quelque chose de vulgaire, de cynique, de mauvais ton, de mauvais goût. L'obscénité d'expression particulière à cette époque gâte encore le tableau. Lord Byron est d'une autre allure, il laisse éclater les mœurs et la fatuité de l'aristocratie, etc. Continuons. Toujours le voyage. Ouais, toujours le voyage. Je continuais mon voyage la nuit par Rovigo. Donc là, on est en Italie, c'est le deuxième voyage de Prague. Une nappe de brouillard couvrait la terre. Je ne vis le pot qu'au passage de Lagoscuro. La voiture s'arrêta. Le postillon appela le bac avec sa trompe. Le silence était complet. Seulement, de l'autre côté du fleuve, le hurlement d'un chien et les cascades lointaines d'un triple écho répondaient à son corps. Avant-scène de l'empire élyséen du Tasse dans lequel nous allions entrer. Un froissement sur l'eau à travers le brouillard et l'ombre annonça le bac. Il glissait le long de la cordelle soutenue sur des bateaux à l'ancre entre les 4 et 5 heures du matin, j'arrivais le 16 à Ferrare, je descendis à l'hôtel des Trois Couronnes. Voilà, c'est Chateaubriand qui voyage, et ce voyage se passe aussi en partie la nuit. Bon, il a un domestique, Hyacinthe, qui dort toujours en travers devant sa porte. Il a un postillon, bien sûr, chargé de conduire, et puis un guide, mais... Prenez le journal de voyage de Montaigne en Italie. Vous n'aurez pas ça. Et pourtant, lui, il le révère, le journal de voyage de Montaigne en Italie. Il le cite. Comment on n'irait pas, nous, se reprendre des trucs? Le rituel, bon, le matin, ça commence hors connexion. Ça commence avec... le petit carnet et un stylo que je me suis racheté récemment parce que j'avais envie de retrouver ces sensations-là et ce moment-là de petite dérive, qu'est-ce que c'est important. Et puis, le soir, il y a un moment donné, hop là, tout ça se met en veille, les sauvegardes sont faites, le téléphone, il reste là, et puis, dans ces heures qui restent, c'est la lecture, mais la lecture déconnectée. Kindle, il ne te donne pas... Internet, et ça, je crois que psychiquement, c'est une condition pour moi de survie. Le mari de la fille de Louis XVI languit dans un village de Bohême, un chien dont j'entends la voix. Une voix.
est la seule garde du prince. Si le chien garde le roi, le chien a une voix. Cerbère aboie ainsi aux ombres, dans les régions de la mort, du silence et de la nuit. Comment on arrivera à dire que la prose, c'est un exercice sérieux, c'est un exercice qui s'apprend, qui se cultive? Ben voilà, on est toujours là, maintenant ça y est, on est dans le palais. Une personne chère à Monsieur Carrel n'avait pas prononcé un mot. Elle s'assit sur un canapé, je m'assis près d'elle. Une petite chienne vint nous caresser. Alors la jeune femme fondit en pleurs, écartant les cheveux de son front et cherchant à rappeler ses idées. Elle me dit « Vous allez voir, monsieur Carrel ». Elle se leva, prit un tableau sur lequel était jeté un voile, ôta le voile et découvrit le portrait de l'infortuné, fait quelques heures après sa mort par monsieur Schaeffer. « Quand je l'ai vu mort, me dit cette femme, il était défiguré par l'agonie. Son visage se remit après, et monsieur Schaeffer m'a dit qu'il souriait comme cela. Le portrait, en effet, d'une ressemblance frappante à quelque chose d'un martyrisé de sombre et d'énergique, mais la bouche sourit doucement, comme si le mort eût souri d'être délivré de la vie. Ça suffit, là, d'une petite chienne qui passe, et hop là, la frontière vie et mort s'ouvre, devient poreuse, et toi tu restes là, juste là, à traverser cette frontière. Si vous coupez un nerf derrière l'oreille d'un dindon, si vous attaquez certaines parties du crâne d'un quadrupède, voilà que le dindon perd la faculté de s'arrêter, qu'il court toujours. Voilà que le quadrupède est dépourvu d'une des facultés de son instinct, dont l'intelligence tient à des causes physiques. Quelle belle découverte de cette nature ne ferait-on pas en bistourisant une vingtaine de milliers d'hommes, en fouillant dans les entrailles de quelques centaines de femmes comme on martyrise des lapins, des chats, des chiens et des chiennes? Tu vois, dans la littérature, tu as toujours des caves noir. On peut être un très bon anatomiste et un très mauvais logicien. L'argumentation ci-dessus est une pure pétition de principe. Rattrape ton coup comme tu peux, Chateaubriand. Si l'homme n'a pas d'âme, vos cruelles expériences ne portent alors que sur la matière, ne démontrent que les aptitudes de cette matière. Mais il faut que vous me prouviez que l'homme n'a pas d'âme. Or, c'est ce dont je vous défie. Ouais, mais quand il ouvre cette case-là, tu vois qu'il y a des choses pas très jolies dedans. Hein, l'archevêque de Cambrai, monsieur de Rohan, s'écriait de sa verve domestique. Un chien enragé entre dans mon parc et je le tue. Le prince, là on est sur les questions de Napoléon. Ah, chapitre 5, Nuit de printemps. Là on est dans des poésies, le ciel est pur, la lune sans nuage. Déjà la nuit, au calice des fleurs, verse la perle et l'ambre de ses pleurs. Aucun zéphyr n'agite le feuillage des bois dont l'ombre en ses prés blanchissant avec lenteur se dessine et repose, etc. Des prés aussi traversant le silence, chantant au loin, verserie en ces jours, la voix du chien qui gronde et veille autour de l'humble toit. Qu'habite l'innocence, mais quoi, déjà, belle nuit, je te perds. Poésie, vous voyez, zéro par rapport à la prose de Chateaubriand. N'empêche que c'est quand même sur la nuit, sur la nuit. Tiens, encore Rousseau, tiens, avec Spinoza. Nos philosophes modernes gardèrent au moins plus de mesures. Spinoza, il est vrai, vivait avec ses chiens, ses oiseaux, ses chats, et Jean-Jacques Rousseau portait l'habit arménien, mais aucun ne s'en est allé dans les faubourgs, prêchant la sagesse à la canaille assemblée. Je doute que celui qui aurait voulu se loger dans un tonneau eût été laissé tranquille par la populace de nos villes, tant nos mœurs diffèrent de celles des anciens. Là, on est dans l'Antiquité. Simodossé entendit de loin le bruit des eaux. Aussitôt elle court se mettre sous la protection de la naïade jusqu'au retour de l'aurore. Sa tête inclinée sur sa poitrine, penchée sur son épaule gauche, était un peu soutenue par le poids d'une lance. Sa main, jetée négligemment sur cette lance, tenait à peine la laisse d'un chien qui semblait prêter l'oreille à quelque bruit. La lumière de l'astre de la nuit, passant entre les branches de deux cyprès, éclairait le visage du chasseur. Toujours, à ses cris, le chien aboie, le chasseur se réveille, surpris de voir cette jeune fille à genoux. Bon, faut pas aller chercher midi à 14h. Laërte, dans l'Odyssée.
Elle dit les chagrins de Pénélope, la reconnaissance de Télémaque et d'Ulysse, la mort du chien fidèle, le vieux Laërte, sarclant son jardin des champs et pleurant à l'aspect des 13 poiriers qu'il avait donnés à son fils. Là, on va avancer un peu vite, mais vous voyez, 135 fois. Et là, tout d'un coup, waouh! Un soir, j'étais resté presque seul dans le dépôt des remèdes et des poisons de l'âme. Du haut d'une galerie de marbre, je regardais Alexandrie. Je pense qu'on est là. Je vois pas le titre du chapitre. Je vois que les chiens et le passage correspondant. Donc, probablement, itinéraire de Paris à Jérusalem. C'est ce truc complètement dingue. Il n'a pas le temps d'aller voir. Il envoie son domestique aller voir pour lui raconter ensuite, tandis que lui, il continue la course. Tu arrives au bord du Jourdain, tu vas remplir ton petit flacon que tu as tenu prêt. Et hop, au revoir le Jourdain, ça y est, assez vu. Et tout ça pour arriver à Madrid 3 semaines avant la date qui, elle, est assignée dans le livre pour profiter clandestinement de ces 3 semaines. Tant pis pour Madame de Chateaubriand, mais l'itinéraire de Paris à Jérusalem, écoutez le souffle. Un soir, j'étais resté presque seul dans le dépôt des remèdes et des poisons de l'âme. Du haut d'une galerie de marbre, je regardais Alexandrie. J'ai souvent aussi contemplé Alexandrie du haut de la terrasse qui règne sur la maison du consul de France. Je n'apercevais qu'une mer nue qui se brisait sur des côtes basses, encore plus nues, des ports vides et le désert libyque s'enfonçant à l'horizon du midi. Ce désert semblait, pour ainsi dire, accroître et prolonger la surface jaune et aplanie des flots. On aurait cru voir une seule mer dont une moitié était agitée et bruyante et dont l'autre moitié était immobile et silencieuse. Partout, la nouvelle Alexandrie mêlant ses ruines aux ruines de l'ancienne cité, un arabe galopant au loin sur un âne au milieu des débris, quelques chiens maigres dévorant des carcasses de chameaux sur une grève désolée. Eh ouais, c'est ça, Chateaubriand, voyage. Allez, un passage obscur. Les chrétiens s'assemblent la nuit, alors est-ce qu'on est dans son génie du christianisme ? On ne sait pas ce qui pouvait avoir donné lieu à l'histoire du chien, des incestes. Fleury remarque judicieusement que les païens accoutumés à la culture qu'il faut pour... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chien et d'inceste ? N'empêche que le chien et l'inceste, dans la phrase de Chateaubriand, ici, maintenant, va ensemble. Et ça continue. Les repas finis, des chiens dressés au crime de leur maître entrent dans l'assemblée et renversent les flambeaux. Alors les chrétiens se cherchent au milieu des ténèbres, s'unissent au hasard par d'horribles embrassements, les pères avec les filles, les fils avec les mères, les frères avec les sœurs. Le nombre et la variété des inceste fait le mérite et la vertu. Voilà, faudrait, pour comprendre, regardez de plus près. Mais vous voyez que cette question de l'inceste et des chiens, elle est là 2 fois, et 2 fois avec un zoom différent. Ils ne prennent point leur repas assis sur des chaises, mais ils se couchent par terre sur des couvertures de peau de loup et de chien. Ils sont servis par leurs enfants de l'un et de l'autre sexe, qui sont encore dans leur première jeunesse. À côté d'eux sont de grands feux garnis de chaudières et de broches, où ils font cuire de gros quartiers de viande. On a coutume d'en offrir les meilleurs morceaux à ceux qui se sont distingués par leur bravoure. Toutes ces coutumes attribuées aux Gaulois par Diodore se retrouvaient chez les Germains. C'est donc un passage de Diodore, traduction de Terrasson que cite Chateaubriand. Il y en a d'autres encore. T'as les chiens dans la mer. Ces mobiles paysages changeaient d'aspect à toute minute. Tantôt une multitude de tertres verdoyants représentaient des sillons de tombeaux dans un cimetière immense. Tantôt des lames, en faisant moutonner leurs cimes, imitaient des troupeaux blancs répandus sur des bruyères. Souvent l'espace semblait borné faute de point de comparaison. Mais si une vague venait à se lever, un flot à se courber comme une côte lointaine, un escadron de chiens de mer passait à l'horizon, l'espace s'ouvrait subitement devant nous. On avait surtout l'idée de l'étendue lorsqu'une brume légère rampait à la surface de la mer et semblait accroître l'immensité même. Un étrange passage où il compare
Virgile et Racine. C'est dans Racine Athalie, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Et il commente, il reparle de la différence entre... Comment Racine s'est approprié Virgile ? Il ne faut pas oublier le chien qui co-annonçait à de vieux parents le retour d'un fils chéri et cet autre chien qui reste fidèle parmi des serviteurs ingrats, accomplit ses destinées dès qu'il a reconnu son maître sous les lambeaux de l'infortune. Les écrivains modernes se sont fort étendus sur la puissance de l'opinion. C'est Pascal qui le premier l'avait observé. Une des choses les plus fortes que Rousseau ait hasardées en politique, il est obsédé par Rousseau. Chateaubriand se lit dans le discours sur l'inégalité des conditions humaines. Le premier, dit-il, qui ayant clos un terrain s'avisa de dire « ceci est à moi », fut le vrai fondateur de la société civile. Or, c'est presque mot pour mot l'effrayante idée que le solitaire de Port-Royal, il parle de Pascal, exprime avec une toute autre énergie. « Ce chien est à moi », disaient ces pauvres enfants, « c'est ma place au soleil, voici le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. » Et voilà une de ces pensées qui font trembler pour Pascal. Et on va croiser Buffon aussi. Il ne manquerait rien à Buffon s'il avait autant de sensibilité que d'éloquence. Remarque étrange que nous avons lieu de faire à tout moment, que nous répétons jusqu'à satiété et dont nous ne saurions trop convaincre le siècle sans religion. Point de sensibilité. Buffon surprend par son style, mais rarement il attendrit. Lisez l'admirable article du chien. Tu dois lire Buffon, prends le chien. Va pas chercher les animaux exotiques, inconnus, non, prends le chien. Tous les chiens y sont, le chien chasseur, le chien berger, le chien sauvage, le chien grand seigneur, le chien petit maître, etc. Qui manque-t-il enfin ? Le chien de l'aveugle, et c'est celui-là dont se fut d'abord souvenu un chrétien. Et savez-vous que les chiens, ça se mange ? Un pauvre enfant grec tout nu, le corps enflé par la fièvre et par les coups de fouet, nous vint apporter du lait de brebis dans un vase dégoûtant par sa malpropreté. Encore fus-je obligé de sortir pour le boire à mon aise, car les chèvres et leurs chevreaux m'assiégeaient pour m'arracher un morceau de biscuit que je tenais à la main. J'avais mangé l'ours et le chien sacré avec les sauvages. Je partageais depuis le repas des bédouins, mais je n'ai jamais rien rencontré de comparable à ce premier Khan de la Laconie. Et les chiens, ça s'achète et ça se vend. Ces pêcheurs d'une assez grande taille ressemblaient à des paysans franc-comtois. Je ne leur trouvais rien d'extraordinaire. J'achetai d'eux un chien de taillette. Il était de moyenne taille, le poil fauve et rude, le nez très court, l'air sauvage. Je l'avais nommé Argus. Ulysse en fit autant. Malheureusement, je le perdis quelques jours après sur la route entre Argos et Corinthe. Et quand on arrive à Galata, nous abordâmes à Galata, je remarquai sur le champ le mouvement des quais et la foule des porteurs, des marchands et des mariniers. Ceux-ci annonçaient par la couleur diverse de leurs visages, par la différence de leur langage, de leurs habits, de leurs robes, de leurs chapeaux, de leurs bonnets, de leurs turbans, qu'ils étaient venus de toutes les parties de l'Europe et de l'Asie, habiter cette frontière des deux mondes. L'absence presque totale des femmes, le manque de voitures à roues et les meutes de chiens sans maître furent les trois caractères distinctifs qui me frappèrent d'abord dans l'intérieur de cette ville extraordinaire. Voilà les chiens sans maître. Il y avait aussi un pauvre appelé Lazare, tout couvert d'ulcères, couché à sa porte, qui eût bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais personne ne lui en donnait, et les chiens venaient lui lécher ses plaies. Et puis voilà, Chateaubriand et les chiens. N'empêche que oui, vous prenez un tout petit truc comme ça, et hop, sur quoi on remonte ? On remonte par une espèce de tunnel dans le fond même de la machine, dans le cœur même de la chaudière où s'élabore la prose. Et là, en ce moment, j'ai un petit peu envie de ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Au lieu de prendre des livres, plonger dans l'ordi, sauter dans l'écran, puis avec ce petit truc là comme ça, moi j'ai besoin de vos retours, parce que moi je le fais un petit peu à l'aveugle.
jour si vous passez à Combourg, n'oubliez pas de saluer le brave Chateaubriand, le cher Chateaubriand. Sur mon état civil, je m'appelle François René, moi aussi. Lui et moi,